tout le monde. On est en avance, donc je vais prendre plus de temps. Non, je rigole. Après, vous allez avoir très très faim. On m'a demandé en fait de faire la présentation en anglais, mais donc mes slides sont en partie en anglais et en français. Mais je pense que bon, on est à Nantes. Je vais pas parler breton parce que je parle pas du tout breton et Nantes c'est pas la Bretagne, je crois. Mais je vais parler en français. Mais d'abord, excusez-moi pour mon franglais parce que j'ai beaucoup travaillé pour Pinterest et avec la fatigue, j'utilise beaucoup de mots en anglais. Donc je m'excuse par avance. Donc Pinterest, et j'ai oublié la télécommande là-bas. Donc vous allez voir qu'un seul slide parce que je ne vais pas pouvoir passer les slides. Donc je vais vous présenter aujourd'hui en fait Pinterest, démystifier un petit peu le côté Pinterest, c'est que pour les femmes, Pinterest c'est que de la mode, Pinterest c'est que de la déco, tout ça c'est un petit peu vrai mais c'est surtout faux. Pinterest c'est un réseau social, c'est un site de photo sharing, pas du tout. Pinterest c'est bien plus que ça et pour vous qui êtes dans le digital, qui travaillez avec des marques, qui êtes une marque, qui vendez des produits et qui voulez faire de l'argent, Pinterest, ça peut vous aider. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. En fait, Pinterest, ce qu'on essaye surtout de résoudre, c'est le problème de la découverte. Sur le web, en fait, très simplement, on peut poser des questions, notamment à nos chers amis de Google. Quelle est la météo aujourd'hui? Il fait froid, 15 degrés. Grosso modo, c'est facile de répondre à une question sur une réponse très spécifique, quand il y a une réponse qui va exister, qui va être très très spécifique. Mais par contre, ça peut être aussi en fait quelle est la population en fait au Japon. Là, on va avoir un chiffre. Google va être très bon à nous donner cette information. Et cette indexation technologique ne sait pas répondre à des questions qui sont plutôt de l'ordre de comment je vais décorer en fait mon salon, comment en fait, quelles sont mes futures vacances de rêve, qu'est-ce que je vais manger ce soir. Autant de questions en fait où on se pose des questions et on n'a pas la réponse, en fait, on doit la trouver, on doit la chercher, on doit la découvrir un petit peu par hasard, un petit peu par des moyens inattendus. Et c'est finalement en étant dans la, on va dire, dans la découverte et dans l'expectation de se dire tiens, je vais pouvoir découvrir quelque chose qu'on répondra à ce genre de réponse. Et en fait, Ben Silverman, qui est l'un des fondateurs en fait de Pinterest, quand il était plus jeune, collectionnait des papillons. Et tout a démarré par des papillons chez Pinterest. Parce qu'il a voulu en fait créer avec Pinterest une manière simple pour chacun de créer des collections en ligne. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas de moyen en fait de créer des collections d'éléments, d'objets, de papillons, de baseball cards. Il y a beaucoup de collections aux États-Unis. eBay a aussi démarré sur le principe de la collection, des collectionneurs. Et il n'y avait pas grand-chose en ligne pour archiver ces collections. Et donc, avec Evan, ils ont travaillé sur Pinterest et cette capacité à créer des collections, donc collections de papillons et de plein d'autres choses. Et tout ça, en fait, a amené en fait, l'idée de pouvoir sauvegarder du contenu qu'on trouve sur le web, n'importe quel contenu qu'on peut trouver sur le web, comme ces petits papillons en papier en origami, qu'on va sauvegarder, qu'on va mettre en fait dans un tableau qui va être une collection en fait de ce qu'on aime, de cette centre d'intérêt qu'on a envie d'explorer, et qui va nous permettre en fait d'être la représentation visuelle de tout ce qu'on a trouvé sur un centre d'intérêt particulier sur le web. Et du coup, on a après sur son compte une collection de tableaux, plusieurs en fait tableaux qui représentent pour chacun ces centres d'intérêt, qui peuvent être complètement variés. Et c'est là que, quand on dit que Pinterest est un réseau féminin, alors je suis une femme, on va peut-être dire c'est normal, mais moi je trouve que les hommes, heureusement, ont aussi des centres d'intérêt. Des voitures, du tennis, des montres, de la voile, et pas que du sport, heureusement. Il y a aussi tout ce qui est en social marketing, beaucoup d'infographie, beaucoup d'éléments. Donc en fait, la notion de collectionner des bookmarks visuels qui viennent du web et du contenu par rapport à ces centres d'intérêt est quelque chose d'universel. La notion de collection, elle existait déjà. Les musées font des collections. Maintenant, ils le font aussi en ligne. Les chefs écrivaient des livres, font des émissions de cuisine.
Ils sont aussi en ligne, ils font leur propre sélection et curation, on va dire, de recettes. Et puis dans les boutiques, on avait l'habitude aussi de retrouver des collections où là, en fait, ça va être l'acheteur ou des tastemakers qui vont en fait créer des ensembles de collections de regroupement en fait thématique de vêtements qui vous permet en fait, sans savoir ce que vous voulez acheter précisément dans un magasin, de pouvoir passer en fait d'un étalage à un autre pour découvrir des choses. Ah mais tiens, ça c'est sympa, je vais peut-être me l'acheter. Et tout ça, ça existe aussi maintenant en ligne. Du coup, tout ce qu'on peut voir, c'est que finalement, Pinterest, c'est loin d'être un réseau de partage de photos. C'est surtout un formidable endroit où des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes ont collectionné des milliards de contenus qui viennent du web. Tout ça organisé sous format en fait de tableaux sur des centres d'intérêt qui eux-mêmes en fait ont des centres d'intérêt connexes. Et donc, avec cette très belle animation, on voit en fait que grâce à Pinterest, on va pouvoir matcher en fait un centre d'intérêt, elle va démarrer, avec ces petits papiers en fait en origami, qu'on va trouver en fait un centre d'intérêt connexe qui va être l'origami de manière un peu plus générale, qui va être le papier mâché, qui va être les bouquins pour enfants notamment un peu pop-up, mais de manière plus large, tout ce qui est craft et do-it-yourself. Tout ça, c'est des collections, des centres d'intérêt qui sont connexes et que nous, on va pouvoir vous interconnecter. C'est-à-dire que si vous aimez l'origami, faire des papillons en origami, vous allez probablement être intéressé par l'origami de manière générale ou le papier mâché. Et cette collection, ce principe en fait d'avoir des centres d'intérêt et des communautés qui sont créées autour d'un centre d'intérêt, c'est valable aussi pour tous les autres centres d'intérêt, des millions de centres d'intérêt. Pour quelques chiffres, en fait, il y a 30 milliards d'épingles sur Pinterest et 750 millions de collections, donc de tableaux sur Pinterest. Donc autant dire qu'il y a le choix, qu'il y a de la diversité et que ce n'est pas que pour les femmes. Et tout ça, en fait, on est capable, grâce à ce qu'on appelle l'Interest Graph, qui est finalement ce que Pinterest est en train de construire, d'interconnecter en fait ces centres d'intérêt et de vous dire, quand vous cherchez cette question qu'on posait tout à l'heure, qui était une question ouverte à laquelle en général on a du mal à trouver une réponse spécifique, mais que finalement chacun va trouver sa propre réponse par un cheminement en fait de découverte. Grâce à l'Interest Graph, on va pouvoir en fait vous aider à trouver plus facilement des choses qui vous intéressent et vous dire ah mais ça c'est génial. Du coup, comment quand on est une marque, quand on travaille dans le digital, comment utiliser Pinterest? D'abord, je vais revenir un petit peu sur la différence entre Pinterest et les autres réseaux sociaux. Beaucoup, en fait, ce que je constate, c'est que beaucoup de marques utilisent Pinterest un peu comme elles utilisent Facebook. Elles ont une page Facebook, elles ont un profil Pinterest. Et en fait, c'est complètement différent. Déjà, la première remarque, c'est que un tweet ne dure que quelques minutes, un post sur Facebook va durer quelques heures, mais une épingle sur Pinterest, elle va durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors si vous êtes quelques-uns d'entre vous, ou beaucoup j'espère d'entre vous sont adeptes de Pinterest, vous avez remarqué que vous avez souvent des épingles que vous avez créées, des contenus que vous avez sauvegardés du web, qui resurfacent plusieurs mois après et sont réépinglés encore par d'autres utilisateurs. Ça, c'est la première différence avec les réseaux sociaux. L'autre différence, c'est quand je parlais de l'interconnexion des centres d'intérêt. En fait, on n'interconnecte pas, on ne met pas en relation des gens qui ne se connaissent sur Pinterest. On interconnecte des gens qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et donc, en fait, sur Pinterest, on suit souvent des gens, on ne les connaîtra jamais, des gens qu'on ne connaît pas, parce que par contre, on adore en fait leur goût, on adore ce qu'ils font, et moi, ça me permet de me nourrir par rapport à mes centres d'intérêt et ma passion. Et ça, c'est aussi une très grosse différence avec les autres réseaux sociaux, c'est que nous, on est vraiment basé sur le centre d'intérêt et pas sur les personnes. On est donc, du coup, on utilise les utilisateurs, les épingleurs, utilisent Pinterest vraiment comme un outil.
Un outil qui me permet, moi, de sauvegarder toutes les belles informations, les belles images et les bonnes idées que j'ai trouvées sur le web. Donc, notamment, par exemple, pour la cuisine, c'est devenu le carnet de cuisine digitale des internautes français, et dans le monde aussi. Ça me permet de garder, avant on gardait des fiches de cuisine, on collectionnait ces recettes ou éventuellement on bookmarkait en fait sur son ordinateur ou on les imprimait des recettes de cuisine. Maintenant on les organise dans un tableau et quand le soir on se dit tiens je vais faire quoi ce soir ou ce week-end je vais faire quoi, j'ai des amis qui viennent, ben, on ouvre son Pinterest et paf, on a directement les recettes, il n'y a plus qu'à cliquer pour y arriver. Et c'est ça le clic qui fait toute la différence. Est-ce que... Ah zut. J'ai appuyé là où il ne fallait pas. Voilà. Et que le clic, en fait, c'est ce qui permet de passer à l'action. Et que Pinterest, en fait, vraiment est une plateforme qui a une nature, on va dire, très commerciale. Parce que finalement, un pin, c'est une image, une épingle, pardon, c'est une image, une description, et surtout, c'est un lien. Elle contient toujours un lien, cette épingle. Et cette épingle me permet, en fait, d'avoir, en cliquant, ce lien me permet d'avoir plus d'informations pour passer à l'action. Donc quand en fait je me pose la question, ou quand je vois sur le web une super idée de vacances que je pourrais faire le jour où enfin je pourrais partir en vacances, au lieu de la voir et puis de ne pas savoir quoi en faire, je peux la mettre dans mon tableau futures vacances de rêve. Et le jour où je vais vraiment commencer à me dire tiens, on va partir en vacances là cet été, il faudrait que je réserve, ben, je n'aurai pas perdu toutes ces belles idées que j'aurais trouvées sur le web. Je vais directement les retrouver dans mon tableau vacances et puis je vais pouvoir directement cliquer pour avoir plus d'informations sur ces vacances de rêve que je pourrais prendre. Et du coup, le fait qu'on puisse directement passer à l'action, qu'on puisse avoir des informations sur ces vacances de rêve, voire les booker, les réserver, bah, fait qu'il y a une nature très commerciale en fait, dans Pinterest. Du coup, en fait, quand on utilise à partir d'un site web, quand on utilise Pinterest et qu'on sauvegarde, qu'on utilise le bouton Pin It pour sauvegarder un contenu qu'on a trouvé sur le web, c'est pas pour le partager dans un ego trip à sa communauté de suiveurs sur Facebook ou de dire à ses amis sur Twitter hey, regardez ce que j'ai trouvé, c'est génial, je suis la meilleure. C'est surtout l'utiliser pour moi, personnellement, et me dire ça va m'être utile plus tard. Pinterest, c'est un outil qui vous permet de passer à l'action, qui vous permet de vous souvenir de tout ce que vous avez vu sur le web et qui vous intéresse de faire plus tard ou de vous souvenir. Et c'est aussi un outil de planification, du coup. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Quelles sont mes prochaines vacances? Comment je vais décorer en fait ce bout de salon que j'ai envie de changer? Et ce passage à l'action se retrouve aussi finalement dans toutes les statistiques un peu business en fait. Vous avez déjà vu en fait passer sûrement sur le web le sharing, ce qu'on appelle le sharing, mais finalement c'est pas du sharing parce que c'est les internautes qui vont bookmarker un contenu pour eux sur leur propre tableau, pas pour que leur ami le voit. 41% en fait c'est le Pinterest profite le plus de tout ce qui est sharing en fait à partir des sites d'e-commerce. Le montant en fait dépensé, le panier moyen en fait d'un shopper via Pinterest, c'est 160$, alors que sur la même étude en fait qui est en référence dessous, sur Facebook c'est 70$. Donc les gens sur Pinterest, ils achètent plus. Pourquoi ils achètent plus? C'est quand ils ont cliqué, quand ils ont bookmarké un contenu qui vient du web, c'est que vraiment ils l'intéressaient. Et la nature, le fait que l'utilisation de Pinterest soit très personnelle et très utile dans mes futurs projets, fait qu'il y a déjà un pré-acte d'achat. On est pré-vendu. On a moitié envie de faire ses vacances. On a moitié envie d'acheter cette robe en fait qu'on a bookmarkée visuellement sur Pinterest. D'où en fait des taux de conversion qui sont plus importants et des apporteurs. Pinterest a la possibilité d'apporter un trafic très qualifié aux e-commerçants, mais c'est valable aussi pour les médias. L'apport de Pinterest est aussi en fait au niveau commercial par rapport aux enseignes, tout ce qui est retail. Donc le web to store, les buzzwords, il y en a beaucoup. Concrètement, 36% sur une étude l'été dernier d'Harvard Business Review, 36% d'épingleurs disent avoir acheté un produit en magasin parce qu'ils l'avaient épinglé. Et même 80% sur ce panel disent avoir été influencés dans un acte d'achat en magasin parce qu'ils ont vu un produit sur Pinterest. Donc Pinterest a une capacité d'être un formidable prescripteur d'achat. Et là, on revient encore à la psychologie de l'utilisateur. C'est pourquoi, toujours la même chose, parce que quand j'épingle quelque chose à partir d'un site web, c'est toujours parce que je l'adore ce produit. J'ai envie de m'en souvenir. Et c'est pas parce que je ne suis dans un ego trip que je vais dire « Hey, regardez à mes copains, c'est valorisant pour moi de partager ce contenu », c'est parce que je vais l'utiliser de manière personnellement. D'où des avantages business qui sont énormes.
Alors concrètement, ces avantages business, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas si évident après de se dire comment on va passer à l'action quand on est une marque, quand on est une agence et qu'on doit conseiller un client, quand on vend du service, qu'on est consultant ou autre. En fait, globalement, on peut dire qu'il y a deux avantages, deux bénéfices que vous pouvez retirer de Pinterest. Sur votre gauche, il va y avoir en fait tout ce qui est non, sur votre gauche, il va y avoir tout ce qui est bénéfice qui va être lié de l'ordre du reach, toucher une audience, tout ce qui est brand awareness. Vous allez maximiser la visibilité de votre marque, vous faire connaître auprès d'une nouvelle audience, ou capter votre audience actuelle, vos clients actuels, les engager avec ceux qui sont déjà sur Pinterest. Et puis à droite, on est sur des bénéfices qui sont beaucoup plus quantifiables. On est sur du ROI, on est sur de la génération de ventes, on est sur du business, sur des chiffres. Et je vais vous passer en fait ces 6 exemples en fait de ces 6 bénéfices en fait, comment passer à l'action avec des exemples de marques. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour vraiment en fait bénéficier et faire travailler Pinterest pour elles. Donc le premier exemple, en fait, la première manière d'utiliser Pinterest, c'est l'inspiration. Donc Pinterest, un formidable réseau d'inspiration visuelle. Concrètement, ce que ça veut dire pour une marque, c'est surtout faire découvrir et enrichir l'histoire de la marque. Comme exemple, en fait, Lacoste, qui du coup a réalisé en fait un profil Pinterest qui est vraiment basé en fait sur l'histoire de la marque, sur ses inspirations, et pas simplement sur son produit. On voit en fait beaucoup de marques, et notamment dans la mode, qui utilisent actuellement Pinterest comme un formidable catalogue en ligne. Et quand vous voulez en fait vous connecter à l'audience sur Pinterest, il faut les aider à se nourrir dans leur recherche, dans l'utilisation en tant que planification et de recherche d'inspiration par rapport à votre marque. Et donc, surtout pas transformer Pinterest, votre compte Pinterest, comme un catalogue en ligne de photos de votre marque, mais plutôt comme un outil pour montrer ce qui vous inspire. Quelle est l'image de la marque? Qu'est-ce que vous voulez projeter par rapport à votre marque à travers en fait des images qui vont être plutôt pas forcément du contenu qui vient de chez vous. Vous avez un œil de curateur. Vous recherchez, c'est une formidable dans ces cas-là, planche de tendance, ici sur le Gypsy Blue. Donc dedans, il y a une image de produit, une ou deux images de produit, mais le reste, c'est des images d'architecture, des images qui viennent d'ailleurs, des inspirations qui sont collectées sur le web et qui permet par rapport à cette thématique Gypsy Blue et par rapport à la marque Lacoste de se connecter avec cette audience qui aime l'architecture, qui aime ce design. Et si quelqu'un aime ce design de ce bâtiment, vraisemblablement, il va aimer aussi le style de la marque. Et donc, quelqu'un qui va retrouver sur le web, qui va retrouver sur Pinterest, sur le réseau, seulement l'image, en fait, de ce bâtiment très architectural, va se dire « Ah, tiens, ça vient où? Ah, Lacoste, tiens, c'est vrai qu'ils font ça maintenant ?» Il va venir se voir sur votre compte, et du coup, vous allez vous connecter avec lui. Le deuxième point, c'est tout ce qui est lifestyle. Comment dévoiler et initier un style de vie. Ça, c'est l'exemple de Whole Foods aux États-Unis. Donc, Whole Foods, en fait, c'est un magasin assez grand, taille moyenne, on va dire, un peu un équivalent d'un Monoprix, mais très basé sur tout ce qui est organique. Il y a des beaux produits en fait bio, tout est magnifique en fait, tout est un petit peu cher aussi, mais tout a l'air super bon et surtout c'est bon, votre bien-être, tout est organique et basé sur le bien-être. Du coup, Whole Foods a analysé finalement quels étaient leurs clients. Quels sont les clients qui veulent capter en fait dans leur magasin? Quel est le client cible qu'ils veulent avoir attiré dans leur magasin? Et dans leur analyse, ils ont vu en fait que finalement beaucoup de leurs clients étaient adeptes du upcycling. Donc c'est donner une deuxième vie à des objets qui existent déjà. Donc le côté baba cool moderne du upcycling. Et du coup, ils ont créé, alors là c'est un tableau un peu cheesy à l'américaine, mais ils ont créé des tableaux du coup du contenu qu'ils ont pris sur le web. Il n'y a pas que du contenu qui vient de chez eux, sur ce thème-là. Du coup, en créant des épingles sur le thème du upcycling, c'est autant d'épingles qui sont sur Pinterest, qui vont trouver
leur audience, donc des gens qui sont adeptes du high cycling, qui vont du coup découvrir Whole Food par rapport au centre d'intérêt. Donc ça permet à Whole Food de recruter l'audience sur Pinterest vers ses magasins, vers sa marque. Donc la première, Lacoste va plutôt se connecter à une audience qui la connaît déjà et qui s'intéresse en fait à sa marque et à son style. La Whole Food, c'est vraiment du recrutement, de l'engagement avec une communauté avec laquelle ils partagent le même centre d'intérêt. Et du coup, pour toutes les marques, il faut vous poser la question, quels sont les centres d'intérêt avec lesquels vous devez vous connecter avec les épingleurs, avec les internautes? Et surtout pas à partir de la marque, surtout pas à partir du produit, en disant tiens, je vais pousser des images de mon produit, pousser des images de mes magasins, pousser des images de mon logo ou de mon packaging, hein, parce que ça, finalement, ça m'est pas utile, moi, en tant qu'épingleur. C'est pas quelque chose que j'ai envie de réépingler. Par contre, si vous vous connectez en fait avec un centre d'intérêt qui est assez large sur Pinterest, là, vous allez donner des épingles aux épingleurs qu'ils vont avoir envie de réutiliser, de bookmarker et donc d'épingler sur leur propre tableau, et qui par effet de viralité, qui est le réépinglage, va vous permettre de vous connecter avec une communauté que vous avez intérêt à avoir. Pour continuer sur Whole Food, sur tout ce qui est bien-être aussi, il y a beaucoup de choses en fait sur le bien-être sur Pinterest, et donc donner des tutoriels de bien-être, de workout à faire chez soi, permet de se connecter en fait à sa cible. Le troisième point, en fait, pour vraiment toucher votre audience sur Pinterest, c'est l'authenticité. Il faut être authentique, prétendre qu'on est quelqu'un, prétendre être dans le show-off, c'est pas du tout Pinterest, hein, c'est pas du tout en fait l'intention des épingleurs, puisque encore une fois, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais c'est important, les épingleurs utilisent Pinterest comme un outil personnel de planification et de collection. Du coup, qu'est-ce que vous devez faire vous en tant que marque ? Vous devez partager ce que vous utilisez vous en interne et qui nourrissent votre propre marque et vos propres produits, la création. Dans ce que j'incite toutes les personnes ici qui ont des graphistes par exemple ou des chefs de produits qui de toute manière vont aller rechercher du contenu sur le web pour nourrir en fait le développement en fait de leur marque, de leurs produits, de leur positionnement, de leur campagne, d'une nouvelle pub, ça peut être beaucoup de choses, de partager ce contenu. Et en fait, c'est ce que le magazine Milk a fait. Le magazine Milk, en fait, c'est le premier magazine en France à avoir le plus grand nombre de followers. Ils ont dépassé là, les 100 000 followers en France récemment. Et ils ont toujours, en fait, pourquoi en fait ils sont les premiers? C'est parce qu'ils ont toujours eu une utilisation en interne. Tout le monde a utilisé Pinterest depuis le début de Pinterest pour fabriquer leur article, pour définir en fait le prochain article, sur quoi ils vont parler, pour trouver les nouvelles thématiques et échanger entre eux. Et du coup, tous les journalistes ont normalement utilisé et adopté en fait Pinterest et mis sur le compte de Milk toutes ces aspirations, ces inspirations, toutes ces images qui les inspirent au quotidien dans la fabrication du magazine. Et du coup, c'est la marque Milk qui est très forte, qui a un univers en fait très cohérent, qu'on retrouve en fait sur Pinterest et qui naturellement, grâce à cette authenticité qui était fournie finalement par les journalistes qui fabriquent le magazine, c'est connecté en fait avec sa propre audience. Donc une audience en fait sur Pinterest qui aime le do-it-yourself, qui aime la déco, qui aime la mode, et ils ont trouvé complètement leur audience grâce à cette authenticité. Donc ce n'est pas un community manager qui épingle pour Milk sur Pinterest, c'est chaque membre en fait de l'équipe. Et quand on est une marque, ça peut être le cas. En fait, Milk, c'est de la déco, c'est de la mode. C'est peut-être un peu plus facile, vous vous dites par rapport à Pinterest. Mais en fait, toute marque en fait a des graphistes. Toute marque en fait travaille sur son image. Toute marque a besoin de planches d'inspiration, de mood board pour avancer. Et en fait, vous devez identifier dans vos organisations, quelles sont les personnes qui ont besoin de ces contenus pour nourrir la marque, pour nourrir le produit, pour nourrir les campagnes, et finalement leur demander de partager ces inspirations. C'est du contenu qui ne sera pas produit par votre marque, c'est un contenu qui viendra sûrement ailleurs, du web, mais ce qui est important, c'est votre positionnement, c'est votre œil. C'est un peu l'exemple que je donne maintenant régulièrement, c'est un peu Colette, le concept store Colette, qui est super connu dans le monde entier, et comment ils ont réussi en fait à être aussi connus et aussi forts, c'est qu'ils ont un œil, ils ont une patte, ils ont
ils ont défini en fait ils sont très forts en curation, si on peut dire ça en français. Et en fait, chaque marque, pour réussir sur Pinterest, doit aussi finalement arriver à être un curateur sur les centres d'intérêt qu'elle a envie en fait de dominer. Et si vous êtes le curateur du web sur le centre d'intérêt ou les centres d'intérêt sur lesquels vous vous positionnez, qui correspondent au territoire de votre marque et avec lequel vous pouvez vous interconnecter avec l'audience qui est sur Pinterest, vous avez tout gagné. Et ça, c'est valable aussi pour des banques. Récemment, là, on est en plein Roland-Garros, BNP fait une OP et démarre en fait toute une activité autour du tennis. Donc BNP est connu fortement sur le tennis et est connu sur d'autres thèmes. C'est une banque. On se dit une banque sur Pinterest, qu'est-ce qu'elle va faire? Si une banque a exploré aussi d'autres territoires de communication et des centres toujours connectés à des centres d'intérêt. Donc là, typiquement le tennis. Et donc BNP est en train de démarrer, d'agréger une communauté autour du tennis pour faire connaître sa marque et engager sa communauté. Donc tout le monde peut y arriver. La transformation, grand sujet. Donc je vous ai montré des bons chiffres tout à l'heure de transformation. Comment en fait faire pour que vous puissiez gagner ces nouveaux clients et surtout vendre? Tout ça, tout part en fait de votre site web. Et je vais vous donner l'exemple de Sephora aux États-Unis, de ce qu'ils font. On va dire, ils ont tout compris. Ils ont compris, en fait, ils ont analysé en fait leur trafic qui venait des réseaux sociaux. Et ils ont vu que Pinterest est celui qui leur ramenait en fait les paniers d'achat les plus forts et qui était le plus gros apporteur de trafic. Donc ils se sont dit, on va booster ça. Comment ils vont booster? Donc bien sûr, il y a les boutons de partage, comme on dit. Donc il y a le bouton Pin It. Il est aussi en over sur les images. Donc quand votre souris, en tant qu'utilisateur, internaute, passe sur la photo d'un produit, il y a le bouton Pin It qui est là et qui, moi, me permet de sauvegarder un produit que je veux peut-être acheter plus tard. Donc ce super parfum avec cette belle bouteille, je me dis peut-être que je vais pouvoir l'acheter pour peut-être la fête des pères, je pense plutôt fête des mères, mais m'en souvenir et passer à l'acte d'achat après. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils incitent en fait leurs internautes à épingler pour eux. Parce qu'ils savent en fait qu'à chaque fois qu'une épingle a été générée à partir de leur site web sur Pinterest, celle-ci va être réépinglée. Et le phénomène du réépinglage, c'est la viralité sur Pinterest. C'est quand je vais trouver en fait dans le flux, dans les home feeds, dans le flux de catégories, ou quand je vais rechercher un produit en fait parfum par exemple sur Pinterest, je vais trouver cette épingle de cette bouteille de parfum. Et si elle m'intéresse, je vais la réépingler. Donc tout est dans l'image, tout est dans le texte, tout ce qu'elle véhicule. Et elle peut être épinglée 10 fois, 100 fois, 1000 fois, même plus. Et c'est autant d'épingles qui sont générées par vos internautes et pas par vous. Quand vous épinglez sur votre compte Sephora, sur le compte de votre marque, c'est une épingle que vous créez. Donc qui va être, elle aussi, en fait, réépinglée. Mais quand c'est tous vos visiteurs, quand c'est l'ensemble de vos internautes qui sont sur vos sites web, qui peuvent créer des épingles, c'est un effet de levier qui est énorme. Et du coup, le réépinglage, le phénomène de réépinglage que vous pouvez créer, vous, tout seul, seulement avec les épingles que vous générez à partir de votre compte Pinterest, de votre page Pinterest, est complètement décuplé quand vous réalisez que finalement, c'est l'ensemble des internautes, de vos visiteurs de votre site web qui peuvent aussi faire ce travail-là à votre place. Donc Sephora incite au maximum ses visiteurs, ses internautes, à épingler pour leur compte. Et ils vont même jusqu'à expliquer comment épingler. Donc régulièrement en fait apparaît sur le site de Sephora aux États-Unis le tutoriel du comment épingler. Donc step 1, step 2, step 3. Ça paraît en fait énorme. Je pense que c'est se dire on va éduquer en fait. Beaucoup de marques vont se dire je fais le travail de Pinterest, mais en fait non. Ça nous aide bien sûr, mais c'est surtout eux. Ils savent qu'en faisant ça, ils vont générer un vrai chiffre d'affaires derrière. Donc Pinterest, en fait, est le premier apporteur de trafic sur un site comme Sephora. Et ils jouent le jeu au maximum. C'est-à-dire que dans les newsletters, il y a le bouton Pin It sur toutes les images. Qu'ils ont retravaillé tout le principe, en fait, de photo-shooting de leurs produits pour être des photos qui sont inspirationnelles, qui donnent envie d'être partagées. Et puis, ils ont travaillé sur leur compte, aussi sur des thématiques qui vont être sur des tutoriels maquillage. Donc un tutoriel, en fait, c'est des contenus qui marchent très très bien sur Pinterest parce qu'ils apportent un service. Ils me permettent moi d'aller plus loin quand je veux savoir, je veux changer de style de maquillage, ça me donne des idées de comment faire. Mais
comment appliquer en fait ce principe de mettre son blush et son rouge à lèvres? J'ai besoin de cliquer pour avoir plus d'infos. Et c'est là l'astuce. C'est que vous remarquerez, et peut-être qu'il y a différents types d'images qui existent. Et il existe des images qui vont être très réépinglées parce qu'elles sont magnifiques, mais finalement, l'image contient tout dans son image. Je n'ai pas besoin de cliquer pour avoir plus d'informations. Et puis, il existe des images qui sont plus des images de teasing, des images en fait où ça me donne en fait quelques informations, mais je sais que je vais être obligé de cliquer pour avoir plus de détails, typiquement une recette de cuisine ou un tutoriel. Et donc Sephora a travaillé beaucoup sur le format de ses contenus pour créer des formats qui vont m'inciter à cliquer. Typiquement, le smokey eyes, les femmes se reconnaîtront, le truc pas facile à faire, et il faut vraiment suivre les étapes pour les faire. Donc du coup, je vais cliquer pour avoir vraiment toutes les étapes. On avait une discussion hier soir à dîner, mais finalement, comment je fais? J'ai du contenu qui est joli, mais les gens ne cliquent pas. Mais en fait, il faut créer par exemple des top 5, le top 5 des belles photos de cuisine. Ce n'est pas des recettes de cuisine, c'est juste des photos d'inspiration cuisine. Vous mettez en fait sur une seule image, vous mettez 3 photos, 2 photos, avec marqué top 5 des plus belles salades, de photos de salades, sur la food photography. Les gens comprennent, avec la description en plus, qu'il faut cliquer pour avoir d'autres images. Et donc tout le jeu maintenant est d'apprendre à développer du contenu qui va remplir vos objectifs, un objectif de reach ou un objectif de trafic, de vente, et d'avoir à développer un contenu qui va suivre, un contenu visuel qui va vous permettre d'achiver vos résultats. Désolé pour l'anglais. L'autre point, c'est comment aussi développer vos ventes grâce à Pinterest et le merchandising. Donc ça peut se faire sur le web, où on a des API, par exemple, de Top Pin API, qui va vous permettre sur le web d'afficher quels sont en fait les contenus qui marchent le plus sur Pinterest. Donc Zappos, par exemple, quels sont les produits en fait qui en sont le plus réépinglés en ce moment. Quand je vais sur Zappos, ça me permet en fait de me dire ah tiens ça marche, et finalement de découvrir des produits que je n'aurais jamais découverts par ailleurs et d'augmenter la probabilité en fait de la vente. Le magazine Elle aussi le fait, sur quels sont les articles en fait qui ont été le plus réépinglés, les images, les photos qui viennent du site sur le elle.com qui sont le plus réépinglés. Ça permet autant en fait de repartager en fait du contenu qui marche, qui va être d'autant plus réépinglé sur Pinterest, qui va d'autant plus me ramener du trafic par la suite. Et puis en magasin, vous avez déjà peut-être entendu parler en fait de cet exemple de Nordstrom, qui est un grand magasin type Galerie Lafayette, entre le Galerie Lafayette et le Printemps, qui a développé par lui-même un outil qu'il donne à ses store managers, qui leur permet en fait d'identifier quels sont les produits qui ont été le plus réépinglés par catégorie. Donc ça va être les chaussures, les sacs, plein de produits en fait différents, des vêtements, et donc de faire du merchandising tous les jours, toutes les heures, ils peuvent changer, et ils mettent ces petites tags Pinterest qui pour eux en fait est une manière de remettre en avant dans le magasin des produits qui marchent par ailleurs, parce que si ça marche sur Pinterest, ça marchera dans la vraie vie, les gens vont plus vouloir les acheter, donc déclencher en fait plus fortement des actes d'achat, et en même temps apporter une caution par rapport à la marque, par rapport à ce produit. Si tout le monde a aimé, Pinterest est aussi quelque chose de très trendy, de belles choses, ça permet de rassurer l'acheteur. Quand il voit ce sac, il se dit ouais, il est pas mal, mais je sais pas. S'il y a le P, il se dit ah ouais, il doit être hyper tendance quand même s'il y a le P dessus. Donc c'est vraiment l'aspect prescripteur d'utiliser en fait Pinterest aussi en magasin pour jouer ce côté prescripteur et développer les ventes. Et puis enfin, le côté animation. L'animation commerciale, et tout ça pour développer les ventes. Donc là, j'ai 3 exemples à vous donner. Le premier, c'est Four Seasons. On l'aime bien parce qu'il s'appuie, c'est pas un concours. Alors déjà, je ne vais pas vous montrer de concours, parce que les concours sur Pinterest, on trouve ça une hérésie. Piner une image particulière pour participer et gagner un voyage, c'est interdit dans nos do's and don'ts, et c'est pas authentique. Pinterest étant un outil de collection et de passage à l'action en fait pour ses utilisateurs, l'action de forcer un épinglage est quelque chose qui n'est pas authentique, que nous ne voulons pas promouvoir. Et du coup, vous êtes sur des usages d'animation qui sont complètement différents de ce que vous faites sur Facebook. Sur Facebook, quand même, c'est le royaume en fait du concours.
Pinterest, c'est le royaume d'apporter un service, de nourrir en fait les épingleurs avec leur centre d'intérêt, avec ce qu'ils aiment, de manière très très personnelle, de manière très très intime. Et donc, pourquoi on aime bien Four Seasons? C'est qu'ils ont créé ce concours Pin, Pack and Go. Donc, quand vous partez, par exemple, à Londres, vous réservez le Four Seasons ou pas, vous créez un tableau collaboratif, un tableau, dans lequel vous allez mettre tout ce que vous aimez, tout ce qui vous inspire en allant, par exemple, à Londres. Et le community manager de l'hôtel de Londres va vous demander en fait de partager, d'être en collaboration sur ce tableau, et va vous suggérer plein d'épingles de lieux à visiter en fonction de ce qu'il y a sur votre compte, en fonction de qui vous êtes. Et c'est un super service en fait finalement de personnel concierge qui va vous dire en fait avant de préparer en préparant vos voyages, avant d'arriver, se dire ah tiens, cette personne elle aime le design, elle aime plutôt la nourriture street style, et donc voilà en fait les derniers food trucks où ils se trouvent, voilà le dernier magasin où il faut aller voir les produits tendances en fait en design à Londres. Et ça vous permet d'apporter un service, de nourrir en fait ses futurs clients ou ses clients avec un vrai service. Donc ça, c'est quelque chose de très intelligent qui s'appuie vraiment sur une connaissance du coup du client. Caribou, un fabricant de café, qui à la fin d'une campagne en fait a fait cette grande bâche d'épingles en fait qui était dans un grand mall, centre commercial en fait aux États-Unis, et qui en fait avait demandé à ses internautes de leur montrer à travers des tableaux Pinterest qu'est-ce que c'était pour eux un bon café, pour définir en fait une nouvelle flavor, quoi, un nouveau café. Donc là j'ai un petit film. Coffee inspires millions of people every day, but we wondered, what if people could inspire a coffee? So we opened our Caribou coffee making process and began asking fans what inspires them. Their responses led Caribou Roastmasters to create a totally unique coffee, one that was bold, silky, bright, and wild with aroma. Not only did we bring fans' inspirations to our coffee, we brought them to life with a 5-story living Pinterest board at the nation's largest mall. People could bring their own inspirations to life by using the Caribou Inspires hashtag. What started on Pinterest soon spread to other social media. Inspiration had gone from digital to tangible. New Real Inspiration Blend. How will it inspire you? Donc une belle vidéo en fait qui nous montre en fait qu'avec Pinterest c'est pas que de la déco, mais surtout en fait aussi un point qui est intéressant je trouve dans cette vidéo, et je vois mes amis de chez Twitter, c'est que Pinterest n'est pas en compétition avec Facebook et Twitter. Quand vous faites quelque chose sur Pinterest qui vous intéresse, vous pouvez facilement le partager aussi sur les autres réseaux sociaux. Et c'est vraiment très complémentaire, c'est-à-dire qu'en tant qu'épingleur, Pinterest est un outil personnel qui va me permettre moi de passer à l'action plus tard sur des choses que j'ai envie de faire, ou de me souvenir de choses que j'ai vues sur le web et qui m'intéressent, et en même temps, je peux le montrer et le partager à mes amis qui sont sur Twitter et sur Facebook. L'autre exemple, donc c'est Goo.
Donc un exemple là, c'est effectivement un concours, mais un concours en fait qui me permet de réaliser en fait ma vie rêvée. C'est épingler en fait toutes les choses qu'on a envie de faire dans sa vie ou qui nous inspirent et de les voir se réaliser. Et Pinterest, pour beaucoup de personnes, c'est aussi ça. C'est découvrir, passer à l'action, mais c'est fini aussi préparer son futur. Souvent, les Français, on a du mal à rêver, on a du mal à se dire qu'on est capable de faire des grandes choses, qu'on est capable finalement de faire des choses extraordinaires. Mais en fait, il y a une grande partie de la population finalement qui s'autorise maintenant à rêver. Et on peut rêver avec Pinterest. On peut préparer son futur, se donner un objectif et le tenir. Et puis c'est ça que j'aime sur Pinterest. Je suis une grande utilisatrice personnellement de Pinterest. C'est que aussi on peut préparer et se voir se projeter dans le futur. Donc voilà, plusieurs exemples en fait d'utilisation des marques de Pinterest, des bénéfices, avec vraiment en fait deux grands streams de bénéfices, qui va être toucher son audience, l'autre, donc plutôt du reach, l'autre qui va être la génération de trafic et des ventes. Je dirais maintenant, c'est à vous de créer de formidables campagnes, de formidables utilisations de Pinterest. Ne partez pas, ne vous dites pas que c'est forcément créer un compte Pinterest et mettre un community manager dessus. C'est beaucoup plus que ça. C'est mettre le bouton Pinit et donner des choses utiles sur votre site pour que les gens ont envie de l'utiliser et s'en souvenir après sur leur tableau pour qu'ils soient réépinglés et vous ramènent du trafic et des ventes. Et puis c'est inventé en fait Pinterest. Pinterest, il y a tout imaginé. Qui avait imaginé ces deux campagnes en fait qui ont été développées? Il y a beaucoup de choses à faire. Donc on dit en fait le succès arrive à ceux qui se lèvent tôt. Je pense que le succès arrive à ceux qui mangent tôt. On est en avance en fait sur l'heure. Donc tous, vous pouvez être très successful parce que on va aller manger plus tôt. On est en avance. Merci. Je vais répondre à vos questions si on a du temps, je pense, pour répondre à des questions. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ils sont plutôt timides depuis ce matin sur les questions. Ils sont sages. Sauf si, mais c'est le fait qu'ils soient comme ça dans un bel auditorium. Oui, une question. Je crois qu'il y a des personnes avec des micros. Oui. Alors attendez. On va juste faire en sorte que tout le monde vous entende avec un micro. Merci. Voilà, donc il y a une question ici et ensuite juste derrière, deux rangs derrière. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, je sais que vous avez déjà commencé les bêta-tests pour la publicité, donc pour tout le monde. À quand la publicité sur Pinterest? Alors, la publicité a commencé en bêta-test aux États-Unis avec 10 marques en fait qui ont été sélectionnées pour faire ces tests publicitaires. Donc, l'offre publicitaire, c'est des épingles sponsorisées en français, Promoted Pins en anglais, qui permet en fait à des marques de sélectionner des épingles qu'elles avaient déjà créées sur leur compte, des épingles qui ont beaucoup de signaux de qualité, c'est-à-dire des épingles qui ont été réépinglées, qui ont été cliquées, donc qui sont utiles aux internautes, et de les mettre en avant sur des personnes qui ont les centres d'intérêt qui sont véhiculés par cette épingle. Ça, sera disponible, ça va s'élargir en fait aux États-Unis courant 2014, et par contre en Europe, ça sera que en 2015. Donc on n'a pas de date à annoncer, mais il faut être patient. Et au Canada, est-ce que vous le savez? Non. Merci. Donc, deux en derrière, une autre question. Levez la main si vous avez des questions, comme ça que je prépare la suite. Donc, moi, j'aimerais savoir quel conseil vous donneriez à une institution qui voudrait se lancer sur Pinterest. Je pense par exemple à une bibliothèque, une université, une collectivité. Bonne question. C'est surtout pas mettre des photos par exemple, de ces bâtiments, si c'est une bibliothèque. C'est pas mettre son catalogue de livres en ligne. Ça va être de réfléchir en fait à votre cible, votre audience, les gens que vous voulez attirer, la communauté que vous voulez créer. Qu'est-ce qu'elle fait? Et quelquefois, alors là vous me prenez à court sur exactement trouver pile la réponse pour vous, mais quel est le centre d'intérêt qui va être commun avec votre institution? Et des choses qui se font sur Pinterest. Donc il faut, l'idéal c'est d'avoir en fait, si vous avez un site web, d'avoir en fait mis le bouton Pinit et d'utiliser, de vérifier votre compte et de le transformer en compte business et de le vérifier, ce qui vous permet d'accéder à des outils statistiques. Avec ces outils statistiques sur Pinterest, vous pouvez voir quels sont les contenus qui sont les plus réépinglés et par qui. Vous pouvez faire comme ça une étude qualitative de l'audience de votre site qui met du contenu sur Pinterest et de comprendre pourquoi.
parce que vous pouvez du coup retrouver ces internautes et regarder, ah mais tiens, il est aussi intéressé par la littérature anglaise, je dis n'importe quoi. Et finalement trouver un pattern d'utilisation en fait de votre contenu, et de se dire finalement ma communauté, c'est peut-être tous les amateurs de littérature anglaise que je vais trouver sur Pinterest. Et donc c'est qu'elle a commencé à épingler sur ce thème-là, sur votre compte, et en même temps d'essayer sur votre site de créer une section qui va être littérature anglaise et de donner plus de contenu. Donc à chaque fois c'est le même principe. C'est pour une marque, quand c'est une marque qui n'est pas par définition inspirationnelle, quelle est l'audience, que fait votre audience et quel centre d'intérêt elle poursuit, qui n'est pas forcément complètement directement lié à votre produit ou qui vous êtes, mais qui est de toute manière dans votre territoire de marque. Et du coup, vous interconnectez avec cette cible via ce mécanisme. Mais il y a toujours aussi le fait de communiquer sur ses valeurs, sur ce qui va inspirer l'institution, tout comme pour une marque qui commercialise des produits. Oui, 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 tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Par contre, il faut vraiment être pas centré sur la marque, centré sur son produit. Je vois régulièrement des comptes qui vont mettre, je sais pas, une conférence comme le Web Today. Alors, j'ai pas regardé ce qu'ils font sur Pinterest, je sais même pas s'ils sont sur Pinterest. Donc, je ne critique pas quand j'imagine qu'ils mettent des photos, en fait, par exemple, de la salle, plein de photos de backstage, etc. En tant qu'épingleur, je m'en moque d'épingler une photo de ce qui s'est passé au Web Today. Ça va pas m'apporter en fait un service, ça va pas m'être utile. Donc, par contre, le Web Today, c'est du web, c'est Nantes. Il y a plein de thématiques qu'on peut retrouver autour finalement de la marque et de ce qu'il y a, de ce qui se passe en fait au Web Today, et de nourrir finalement ces internautes, de pouvoir les capter en leur donnant, en les nourrissant par rapport à leur centre d'intérêt. Donc ça peut être se connecter avec les gens qui sont amateurs de tout ce qui est web sur Nantes, donc mettre des choses, des city guides de Nantes, des informations liées à Nantes et à tout l'écosystème, par exemple digital de Nantes, ça peut être génial. Voilà. Merci. Une autre question. Ah, ben voilà. Au milieu et ensuite tout là-haut. Merci. Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Moi, j'ai une petite question justement pour rebondir sur la précédente. C'est est-ce que, selon vous, légitimement, toute entreprise peut avoir un compte Pinterest? Parce que moi, je suis consultant social media dans une agence qui s'appelle We Are Social, et il y a des gens des clients qui me disent on veut absolument avoir un compte Pinterest. Et des fois, on leur dit légitimement, vous n'avez pas forcément quelque chose d'inspirationnel ou quelque chose à raconter. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Alors, c'est plus facile de répondre avec un exemple, mais je pense que tu ne vas pas forcément donner d'exemple. Comment répondre à la question? Je pense que toute marque a un intérêt à être sur Pinterest. Et que c'est pas seulement quand on est dans la déco, quand on est sur du lifestyle, quand on est sur de la beauté, sur de la cuisine, sur des choses de l'art, des choses qui sont très visuelles. Bon, ça, c'est plus facile, c'est sûr. Mais c'est votre rôle en tant qu'agence, en tant que créatif, en tant qu'expert, d'aider, en fait, d'accompagner ma marque à identifier finalement quels sont les centres d'intérêt avec lesquels qui sont dans son territoire de marque. Et je reprends l'exemple de la BNP. La BNP, bon, est connue quand même sur le tennis, donc ça, c'est facile à identifier, mais tu as plein d'autres banques, on ne va pas citer de nom et je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a toujours en fait quelque chose qui revient finalement au consommateur. Donc même en fait une institution, une marque qui semble être très loin de tout ce qui est inspirationnel, image, etc., a forcément dans sa palette en fait d'outils de communication des centres d'intérêt qui sont explorés par des millions d'internautes en France. Et c'est ça qu'il faut identifier de manière très créative. Et Pinterest, je pense qu'on en est qu'au début, parce que justement, il y a tout ça, toute cette mécanique en fait, qui est très différente en fait d'un Facebook ou d'un Twitter, où on se connecte avec des personnes. Donc du coup, la mécanique est complètement différente. Il y a un step à faire, il faut réfléchir différemment. Mais pour moi, en fait, toute marque peut être sur Pinterest. Et l'autre volet de la réponse, c'est que peut-être qu'au début, être sur Pinterest, pour moi, c'est pas avoir un compte sur Pinterest et d'animer avec du community management son profil. Pour moi, être sur Pinterest, c'est faire en sorte que plein de gens créent des épingles à partir de son site internet. Donc il faut avoir un site internet, ça c'est sûr, mais pas que, parce qu'il y a des célébrités, par exemple, qui n'ont pas de site internet, qui sont sur Pinterest et qui vont se connecter avec une audience sur leur thématique. Et du coup, par contre, commencer en essayant d'inspirer en fait sa communauté, ses visiteurs, à épingler du contenu. Donc un contenu qui ne doit pas être centré sur la marque,
encore une fois, une photo en fait de cette assemblée n'est pas intéressant, un city guide ou une projection des startups nantaises dans une belle carte par exemple sur Pinterest, ça c'est hyper utile. Pensez à l'utilité, à se connecter en fait à des centres d'intérêt et derrière il y a des personnes que vous voulez recruter. Je ne sais pas si c'est clair. Très bien, non, c'est vraiment sur l'inspiration en fait. Merci beaucoup. Stéphanie, juste une question complémentaire de ma part. Donc c'est quand même très orienté B2C et pas B2B dans ce que tu viens de répondre. Oui. Tu me poses une colle. C'est vrai Désolé. qu'on parle beaucoup plus B2C ou C2C et que pour les business, recruter d'autres business, mais à la fois, quand tu es sur ça dépend de ton B2B. Si tu veux recruter une banque parce que tu vends en fait un super système bancaire de finance à plusieurs millions d'euros, c'est peut-être pas forcément l'endroit. Mais si tu veux te cantonner à des prosumers, tout prosumer de toute façon est un utilisateur aussi, un consumer lambda. Et je sais pas, quelqu'un qui veut cibler les femmes entrepreneuses, par exemple, entrepreneurs sur le web, elles ont toutes aussi d'autres centres d'intérêt et les hommes aussi vont avoir d'autres centres d'intérêt. Donc on peut quand même toujours trouver finalement une thématique avec laquelle on va s'interconnecter et apporter en fait un service à ces personnes qu'on veut cibler. Donc je pense que non, c'est un challenge un peu plus supplémentaire, je pense. Mais c'est intéressant. Il y avait une question là-haut. Oui, bonjour Stéphanie, David Ligier, Riders Match. J'ai 2 questions. La première porte sur... tu as présenté pas mal de stratégies dans les différents use cases. On est sur de la com interne avec Milk, source d'inspiration, du traffic management, de la concrétisation avec Sephora. Est-ce qu'une marque peut utiliser Pinterest et appliquer toutes ces stratégies ou différentes stratégies? La deuxième porte plus sur l'audience. J'ai l'impression que c'est plus féminin comme cible qu'on peut toucher. Voilà. Est-ce qu'une marque masculine ou mixte peut aller sur ce média social pour toucher sa cible, même s'il est plus masculine? La première, en fait, je n'ai pas forcément très bien saisi ta question, mais oui, toute marque en fait peut utiliser tout ou partie en fait de ces méthodes d'utilisation de Pinterest pour différents bénéfices. Donc tu peux à la fois en même temps faire du reach et de la génération de trafic, parce que c'est des types de contenus différents, c'est des types de centres d'intérêt et surtout des types de contenus. Je ne sais pas si tout à l'heure j'avais été claire, parce que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau en fait dans mon discours, mais sur l'exemple des épingles visuelles qui peuvent avoir des objectifs. Une image, pour moi, doit être vue comme ayant un objectif business. Et une image peut être juste consommée telle qu'elle et ne nécessite pas d'être cliquée. Par contre, elle est tellement belle, elle est tellement inspirante ou tellement inspirante qu'elle va être énormément réépinglée. Donc on va toucher beaucoup de monde et on va avoir beaucoup d'impressions. Et un autre type d'image qui va être plutôt favoriser le clic et inciter les gens en fait, à avoir plus d'informations et donc du coup être construite dans un objectif du clic. Donc du coup, c'est vraiment après, quand on démarre sur Pinterest, il faut se poser la question, et qu'on commence à s'intéresser à Pinterest et à son audience, quel est son objectif, et construire du coup sa stratégie par rapport à cet objectif, et de définir du contenu qu'on met, et des nouvelles parties, des nouvelles sections dans son site web par exemple, qui vont répondre à ces objectifs, qui vont nourrir un centre d'intérêt pour se connecter à une audience qu'on a identifiée sur Pinterest. La deuxième question sur les femmes et les hommes. J'ai une petite question, on va faire un sondage, on va faire un petit peu d'interaction. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Parmi vous, messieurs, donc les femmes ne répondent pas. Qui fait de la cuisine ou s'intéresse à la cuisine? Voilà, donc j'ai répondu. Je pense que il y a beaucoup de choses en cuisine. La cuisine, en fait, dans le monde, c'est la première catégorie. En France, c'est dans le top 5. La cuisine, c'est quelque chose d'universel. Et donc, tout le monde peut utiliser Pinterest pour la cuisine. Alors, c'est anecdotique comme exemple, mais c'est un usage mainstream et c'est pas que féminin. Alors, on a toujours l'impression que la cuisine, c'est féminin. Mais non, je pense que c'est aussi beaucoup les hommes. Il y a d'autres exemples. Il y a Harley Davidson qui récemment a ouvert en fait son compte Pinterest pour animer sa communauté en fait de bikers Pinterest, aussi pour recruter des femmes, mais surtout pour animer sa communauté de bikers via Pinterest et les nourrir. Ils sont fous de custom. Si vous regardez en fait ce qui se passe en fait sur tout ce qui est moto sur Pinterest, mais c'est juste la folie. Et c'est juste parce que
On a beaucoup parlé en fait, et c'est vrai que c'est beaucoup plus visuel quand on parle de déco, de mode, et même moi, hein, je montre plus des choses qui sont jolies. Mais en fait, non, heureusement, quand je reviens toujours à ça, heureusement, les hommes ont des centres d'intérêt. Toi, Cédric, c'est quoi ton centre d'intérêt, à part la cuisine? Forcément, j'ai bien aimé le premier exemple. Sur les sports extérieurs, il y a pas mal de choses qui ont l'air de démarrer un peu sur Pinterest. Dès que vous êtes dans tout ce qui est sport en eau vive, vous voulez voir des belles images, les futurs canyons, etc. Ça commence à venir aussi. Et les vacances, tout ce qui est voyage. On avait lancé au mois de novembre, en fait, ce qu'on appelle des épingles géocalisées, donc qui permet de construire des tableaux de lieux avec des superbes cartes sur lesquelles on peut mettre ces épingles. Ça, c'est juste le grand boom en fait sur Pinterest. Et préparer des vacances, un city guide, etc. C'est pas que pour les femmes. Je sais que les femmes planifient plus que les hommes. Les femmes sont dans l'action, mais c'est valable pour tout le monde. Ces prochaines vacances, heureusement, les hommes partent aussi en vacances. Voilà. Donc pour moi, en fait, c'est juste, on a un démarrage et on est perçu comme très féminin. On a actuellement effectivement plus de femmes, mais l'objectif et l'évolution va vers plus de parité. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question avant qu'on vous libère pour aller manger? Allez, 2 dernières alors, puisque donc il y a de nouveau en bas et puis Voilà, tout en haut. en fait, hein. Encore moi. En fait, mon autre question serait, est-ce que vous avez pour projet de faire des partenariats avec des plateformes comme Hootsuite ou Sprout Social pour analyser et propulser du contenu? Parce que pour les community managers, en fait, c'est une problématique. On peut utiliser Twitter, Facebook, etc., analyser et propulser du contenu pour ces plateformes, mais Pinterest, c'est pas encore là. Alors, Pinterest, on est 300 personnes dans le monde, donc on est encore une petite start-up, hein, même si on a levé beaucoup d'argent, et on a tout à construire. Donc ce genre de choses, ça va arriver. Pour l'instant, effectivement, pour les community managers, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il faut se connecter au compte et l'utiliser comme un utilisateur normal. On a annoncé là récemment en fait l'ouverture d'une API et la sélection en fait d'un programme développeur pour justement tout ce qui est Martech, donc tout ce qui est outils de développement d'analyse d'audience. Et puis les choses vont arriver petit à petit. Il y a plein de choses qu'on aimerait avoir là tout de suite, mais qui arriveront plus tard. Et encore une fois, je pense que on est 300. Il y a encore, moi, quand j'ai rejoint en fait Pinterest, on était 120 donc au mois d'août l'année dernière. On fait beaucoup de choses pour une toute petite équipe et on a des formidables ingénieurs. Donc il faut être un petit peu patient et les choses vont arriver petit à petit. Parfait, merci. Il faut que tu parles à Bringer, start-up locale, pour tout ce qui est monitoring. Ok. Dernière question là-haut. Il y en a deux en fait. Hein, je ne l'avais pas vu, merci. Oui, bonjour. Je voulais savoir les derniers chiffres de Pinterest en France en termes d'audience et de répartition justement hommes-femmes. Est-ce que vous avez ces informations à nous communiquer? Alors on a 55 millions d'utilisateurs dans le monde, d'utilisateurs actifs mensuels, et c'est un peu le seul chiffre que je peux vous donner, puisqu'on ne donne pas en fait d'informations par rapport à la France. Le seul chiffre que je peux vous donner sur la France, c'est qu'entre mars de l'année dernière et mars dernier, on a une croissance de 182%. Voilà, qui est le nouveau chiffre qu'on communique. Bientôt, il y aura des chiffres. Très fort ces boîtes américaines pour savoir sur quels chiffres communiquer et sur lesquels ne pas communiquer. C'est clair. Dernière question, tout là-haut, une question rapide, parce que même si on est en avance, on va essayer de garder un peu de temps. Et puis on a faim. Oui, on a faim de parler cuisine, là. Juste là. Voilà, merci. Oui, bonjour. Quand vous parliez des tableaux qui sont faits par les marques, qui renvoient vers du contenu extérieur comme l'upcycling, est-ce que vous conseillez que ça renvoie vers un blog de la marque ou d'autres sites? Le lien qui est attaché à l'image. Je pense que ce qui est important, c'est de réépingler, d'épingler des choses qu'on a trouvées sur le web qui nourrissent en fait le centre d'intérêt de l'audience qu'on veut capter. Donc ça peut être du contenu que vous avez mis sur votre magazine, sur votre blog lié à la marque, mais c'est aussi surtout, parce que là vous êtes forcément limité en termes de taille de contenu, en nombre de contenus que vous développez, mais c'est surtout ce que vous trouvez sur le web qui va permettre de montrer votre œil, votre patte, votre discours, ce que vous voulez en fait projeter et de vous connecter en fait à cette audience. Et donc d'aller trouver en fait sur le web, sur d'autres blogs, d'autres magazines, d'autres sites, du contenu. Donc vous épinglez peut-être pas des concurrents, mais d'épingler sur votre compte du contenu qui vient d'ailleurs. Et
la question suivante, je vais répondre à une question qui n'a pas été posée, mais qui est sur les copyrights. Et il n'y a pas de problème des copyrights. Vous prenez du contenu, s'il est épinglable en fait sur un site et que le site, lui, quand il l'a publié, normalement doit se charger en fait d'avoir les droits en fait de la publication. Comme une épingle contient toujours le lien de l'image d'origine et le lien du site vers lequel elle ramène, il n'y a pas de souci de copyright. Si l'honneur, l'ayant droit d'une image en fait n'est pas content, il peut contacter en fait Pinterest qui se chargera par rapport à une procédure en fait qui est tout à fait standard de supprimer ce contenu. Donc il n'y a pas de problème pour les marques d'épingler du contenu qui ne vient pas d'elles-mêmes. Et on va dire, on a eu une grosse discussion par exemple avec Louis Vuitton qui fait hyper attention à tout ce qui est copyright, etc., qui maintenant s'autorise à réépingler du contenu qui vient d'ailleurs, des street style par exemple qui utilisent leur sac ou des foulards qui viennent de chez eux. C'est un contenu qui marche super bien et leur permet vraiment de recruter leur audience en fait sur Pinterest. Et il n'y a pas de problème légal en fait. C'est juste une tendance en fait française de rester en fait très centré en fait sur sa marque et son produit. Mais la nouvelle ère pour moi en fait du marketing, c'est l'ouverture, c'est la curation, c'est d'avoir un œil et de savoir capter, d'être les premiers à capter en fait une audience sur une thématique, d'être la personne qui va être connue par tous les épingleurs dans le sport, dans le tennis, dans la voile, dans la cuisine. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette présentation et ces réponses aux questions.